Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. L'Assemblée nationale a donc voté hier la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes, ces pesticides que l'on surnomme depuis plusieurs années les tueurs d'abeilles, que la France avait interdits il y a 2 ans. Ils vont être utilisés uniquement dans les champs de betteraves, uniquement pour les 3 années qui viennent, temporairement. Donc, qu'avez-vous voté hier soir ? J'ai voté contre cette réintroduction et je crois que c'est un contresens que d'avoir réintroduit les néonicotinoïdes. Vous savez, le gouvernement nous enjoint toujours, y compris au cœur de la crise sanitaire, à écouter la parole des scientifiques. Bon là, il y a un consensus large depuis longtemps. Les néonicotinoïdes sont un poison, on le sait. On le sait pertinemment, on sait que c'est dangereux, ça empoisonne nos assiettes, ça empoisonne les sols, mais ça empoisonne aussi nos agriculteurs au premier chef. 80% des insectes européens ont disparu en 30 ans. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours et c'est pas à cause simplement de la jaunisse des betteraves, c'est à cause d'un modèle agricole, un modèle agro-industriel qui ruine la biodiversité et qui, je le dis, enferme nos agriculteurs dans un modèle qui est obsolète. Pour cette profession des producteurs donc de betteraves qui se plaint d'une baisse importante de la production en raison donc de ce puceron qui fragilise les plants, vous dites non? Pas en raison de ce puceron, en fait, si vous voulez. En raison de ce puceron qui fragilise. Regardez, prendre le problème par le puceron, si je peux m'exprimer ainsi, c'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Par où il faut le prendre? Par le fait que, par exemple, les quotas sucriers ont disparu et que donc il y a une surproduction, y compris internationale, et qu'il n'y a plus aucune régulation. C'est encore une fois la loi du marché qui dicte le tout et qui emprisonne elle aussi nos agriculteurs et les pousse dans un modèle qui en quelque sorte est mauvais pour tout le monde, y compris pour eux-mêmes. Mais surtout, ce qu'il faut dire à travers cette réintroduction des néonicotinoïdes, c'est quelle est la politique du gouvernement, la politique écologique du gouvernement. C'est un glyphosate bis. Vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron nous avait dit, pour aller vers l'interdiction du glyphosate, on va prolonger son utilisation. Bon, ça tombe sous le sens, tout le monde comprend ça, hein. C'est absolument incroyable, on marche sur la tête, et là on nous dit, alors que les néonicotinoïdes ont été interdits dans la loi, et d'ailleurs c'était Madame Pompili à l'époque qui avait porté cette loi qui était passée à 2 voix près à l'Assemblée nationale. Alors c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative, et en attendant, les betteraviers ont des problèmes, ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, et leurs récoltes sont mauvaises. Traitons les problèmes rationnellement. D'abord, on n'a pas d'alternative, vous dites, il y en a. Sauf que depuis toutes ces années, et y compris depuis que l'interdiction a été votée, on n'a pas du tout mis le paquet comme on aurait dû le faire pour pousser ces alternatives. Elles existent. Lesquelles ? Alors vous dites, mais notamment sur les modes d'agriculture. Il y a des champs de betteraves bio où on sait utiliser, on sait produire de la betterave sans faire l'utilisation de produits chimiques et de néonicotinoïdes. En attendant, s'il y a effectivement des difficultés à en sortir pour des filières qui en sont archi-dépendantes, on pourrait imaginer... Qui sont touchées aujourd'hui, hein. On pourrait imaginer un fonds de solidarité qui permette de les soutenir, éventuellement de compenser les pertes générées et de les accompagner vers une transition. Pendant combien de temps ? Mais pendant le temps nécessaire à la transition, parce que moi je vous retourne la question, pendant combien de temps va-t-on véritablement avoir besoin de réintroduire les néonicotinoïdes simplement pour éviter la jaunisse de la betterave sucrière? Franchement, cette affaire-là est un poison. Vous ne trouverez personne parmi ceux qui ont proposé de réintroduire les néonicotinoïdes qui accepterait d'en boire un verre si vous lui proposez. C'est un poison, c'est dangereux, et moi ce que je dis à travers ça, au-delà du sujet particulier des néonicotinoïdes, c'est que nous avons besoin d'engager rapidement la transition d'un modèle agricole qui est obsolète. Avec l'agriculture paysanne relocalisée que nous appelons de nos vœux, nous aurions 400 000 emplois nouveaux à créer, des nouvelles formations, des savoir-faire à développer. Nous avons besoin de rompre avec ce modèle. Emmanuel Macron, Adrien Quatennens, a présenté en fin de semaine dernière les grandes lignes de ce qui devait être un projet de loi contre le séparatisme islamiste. Finalement, on n'est plus bien sûr que ce terme de séparatisme figurera bien dans l'intitulé de la loi. A priori, non. Le ministre de l'Intérieur a dit non. L'Élysée, ensuite, dans la journée hier, a dit c'est peut-être pas encore fait. Il faut le chasser, ce terme de séparatisme. Qu'est-ce qu'il a qui n'est pas convenable pour vous? Ou est-ce qu'on est en train de débattre là du sexe des anges? Disons qu'en tout cas, si on parle de séparatisme, on devait, d'ailleurs c'était ce qui était promis par Emmanuel Macron, parler des séparatismes. Dans son discours vendredi dernier, on a vu que les séparatismes sont devenus clairement, le séparatisme. Le pluriel est devenu singulier dans son discours, ça a le mérite d'être clair. C'est si grave que ça ou pas? En tout cas, c'est un défaut de diagnostic. Ça veut dire qu'on considère que la République, les principes républicains de liberté, d'égalité, de fraternité, d'égalité aussi, j'insiste, ne seraient menacés que par une poignée de fanatiques et quelques obscurantistes. Ça veut dire qu'on considère qu'il y aurait en quelque sorte une menace unilatérale. Alors voilà moi ce que je dis. D'abord, dans le discours d'Emmanuel Macron, le pluriel est passé au singulier. Et plutôt que d'avoir un discours sur les séparatismes, nous avons eu un discours exclusivement consacré à l'islamisme radical, voire parfois tout court à l'organisation de l'islam. On lui reprochait de ne pas être assez clair. Là, pour le coup, il a clarifié les choses.
Il a clarifié les choses. S'il s'agit de parler de l'islamisme radical, peut-être encore que, mais en l'occurrence, je veux dire, il ne prend le problème que par un seul bout. Moi, je considère qu'il y a bien d'autres choses. On pourrait en parler, mais je veux pas évacuer le sujet de l'islamisme radical y compris. Mais on pourrait parler du séparatisme des riches, qui est un vrai séparatisme, organisé, appuyé par Emmanuel Macron, de gens qui, quelque part, se désolidarisent de l'intérêt général. Qui, aujourd'hui, veulent faire, en quelque sorte, sécession qui de fait font sécession en ne participant plus forcément à la collectivité, en ayant leur propre clinique privée, en ayant leur propre ghetto de riches, etc. On pourrait en parler, mais je voudrais pas donner l'impression, en parlant, d'évacuer le sujet que veut traiter Emmanuel Macron. Donc regardons. D'autant, Adrien Caténas, que vous êtes régulièrement, vous, à la France Insoumise, et c'est un problème parce que ce n'est pas montré du doigt, et hier encore, à l'Assemblée nationale, c'est votre collègue Alexis Corbière qui a été montré du doigt par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Je vous propose de l'écouter, et vous réagissez, si vous voulez bien, juste après. D'accord. La situation, monsieur le député, est extrêmement grave. Et je m'excuse. Je ne m'excuse pas qu'un parti comme le vôtre, qui a dénoncé pendant longtemps l'opium du peuple, en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République. Voilà la réalité, monsieur Corbière. Le ministre de l'Intérieur vous taxe d'islamo-gauchisme. Alors, j'ai eu l'occasion, juste après cette séquence, de me retrouver dans le bureau de monsieur Darmanin, place Beauvau, pendant 2 heures, puisqu'il échangeait avec les responsables de partis politiques sur le sujet. Et j'ai commencé notamment notre discussion en lui demandant de définir ce que c'était. Parce que voyez-vous, islamo, mes convictions philosophiques et spirituelles, je les garde pour moi, mais il se trouve, je vous en fais la confidence que je ne suis pas musulman, mais je ne me sens pas gauchiste non plus. Donc moi, ces anathèmes, je commence à en avoir marre. C'est une ambiguïté. Donc, non, alors, mais je voudrais répondre à la question, comment traiter concrètement le problème qui est a priori cité par Emmanuel Macron. Y a-t-il de l'obscurantisme, du fanatisme dans notre pays? Personne ne vous dira que non. Oui. Sans doute pas dans les proportions que ça prend dans le débat public, mais il y en a. Regardons donc comment traiter le problème. D'abord, la loi, et c'est le sens de ce que j'ai dit notamment à M. Darmanin hier, la loi permet un certain nombre de choses déjà. La loi permet de fermer un lieu de culte quand il y a radicalisation. La loi permet de dissoudre administrativement des associations. Donc, mon point de vue, c'est que pour faire ce qu'Emmanuel Macron propose de faire, l'arsenal législatif existe déjà. Pas pour l'instruction à domicile. Non, alors et pour le coup, ça c'est peut-être par ailleurs des sujets sur lesquels nous pourrions être en accord avec le gouvernement. Mais néanmoins, dire une chose, je crois que le principal problème que nous avons, plus du besoin d'une nouvelle loi, c'est de moyens, y compris de moyens humains, pour appliquer l'existant. Car la France insoumise ne vous dira jamais le contraire. Lorsqu'il y a des fanatiques, lorsqu'il y a des obscurantistes, il faut traiter le problème. Maintenant, encore une fois, si on regarde le discours d'Emmanuel Macron dans son ensemble, il a parlé d'un terreau social favorable à ce fanatisme. Vous savez, c'est la fameuse analyse qu'on partage d'ailleurs, selon laquelle quand la République recule, quand les services publics reculent, quand les services publics disparaissent, quand le tissu associatif est dilapidé, peut-être d'autres avancent des promesses qui ne sont pas les promesses de la République. Mais ce terreau social qu'Emmanuel Macron dénonce, qu'il aggrave depuis 3 ans par une politique qui fait toujours le choix de plus privatiser, de favoriser les plus riches, qui a mis fin, par exemple, au contrat aidé, qui était aussi indispensable au tissu associatif, c'est monsieur Macron lui-même. Donc le terreau social prétendument favorable à ce qu'il veut combattre, c'est lui qui l'aggrave par sa politique. Donc moi j'appelle à ce que nous traitons le problème rationnellement, et par ailleurs je ne suis pas dupe d'une chose, c'est de l'agenda qui est choisi. Vous voyez, on nous fait un discours au mois d'octobre pour un projet de loi qui va être présenté au mois de décembre, qui va être discuté à l'Assemblée nationale en 2021. C'est-à-dire que Emmanuel Macron s'assure pendant tout ce temps que l'espace médiatique soit complètement saturé par ce sujet, et puis pendant ce temps, eh bien, les licenciements peuvent continuer avec sa bénédiction, la pauvreté explose, mais aussi du fait de l'extrême accumulation de richesses entre quelques mains, et évidemment, on préférera parler du séparatisme. Bon, et il ne s'agit pas d'un angélisme, pour nous, mais de bien montrer ce problème. Et enfin, dernière chose, j'adjure et j'alerte qu'on comprenne, y compris que ce qui est en cause, au-delà de ce projet de loi, dans le climat général qu'il y a dans le pays, c'est l'unité du peuple en France. Vous voyez, on est dans le cadre actuellement du procès d'attentats de Charlie Hebdo. Moi, je veux sans cesse rappeler que ceux qui nous ont meurtris par leurs actes barbares en 2015 poursuivaient un objectif politique qui a été théorisé par les organisations islamistes. Ils veulent qu'en réaction aux attentats, s'opère dans le pays une dislocation entre d'un côté les musulmans et de l'autre côté le reste du peuple en France. Eh bien, j'alerte sur le fait qu'une certaine ambiance médiatique, de suspicion générale, qui n'a rien de rationnel, qui écarte la raison des débats, quelque part concourt au dessein que souhaitaient les terrorismes. Le plus important, ce qu'il faut chérir, c'est l'unité du peuple en France, et quand il y a des problèmes, on peut les traiter sans toutes ces surenchères. Le climat social, on va en parler dans un instant, vous y faisiez référence, Adrien Caténas, ce sera juste après le fil info à 8h42 avec Mélanie Delaunay.
France Info. Le 8-30 France Info, Salia Bracchia, Marc Fauvel. Toujours avec Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord. Adrien Quatennens, parmi les critiques que vous formulez à l'encontre du plan de relance du gouvernement, présenté par le gouvernement, il y a le manque de contrepartie. Le patron du MEDEF était à votre place la semaine dernière et lui, il n'a pas du tout la même vision que vous. On l'écoute. L'hôtel-restaurant qui a fermé pendant tout le mois de mars, avril, juin, qui a réouvert en juin, qui va refermer probablement, allez lui expliquer que les 5, 6, 7 000 euros qu'il a touchés au mois de juin, enfin qui va ne pas payer au mois de juin prochain, il faut qu'il donne une contrepartie, mais la contrepartie c'est la survie de la boîte. C'était Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF. Quelle contrepartie vous auriez imposée aux entreprises ? Des contreparties en termes de maintien dans l'emploi, une vision stratégique avant d'investir, avant de faire des subventions et de faire pleuvoir des milliards sur toutes sortes d'entreprises. Vous savez, il faut bien distinguer les choses. Moi, je vais pas tomber dans la caricature de dire les entreprises comme si là-dedans tout se valait. Dans la période que nous vivons, il y a les TPE, les PME, les artisans, les commerçants qui souffrent et qu'il faut soutenir sans ambiguïté. Mais ce que l'on voit aussi, au grand jour dans cette période, c'est les profiteurs de crise. Ces grandes entreprises qui ont les reins solides, très objectivement, qui pendant des années ont touché à plein régime des subventions de l'État sans contrepartie. Lesquelles ? Mais je pourrais vous en citer plein, ça s'accumule sur mon bureau. Auchan, Cargill, Veralia, Bridgestone, on pourrait en parler. Ces entreprises ont touché des aides publiques. En ce moment. Elles avaient planifié pour beaucoup d'entre elles des licenciements avant la crise sanitaire. Mais elles profitent opportunément de la situation pour, en quelque sorte, aggraver cette situation. Vous voyez, au mois de mai dernier, le gouvernement a quand même passé un décret qui est absolument incroyable, qui permet à une entreprise, à des actionnaires, de signifier leur entreprise en liquidation et dans les minutes qui suivent, de se signifier comme repreneur potentiel. Donc ensuite, ils récupèrent l'entreprise, la même, mais avec les dettes en moins, et puis souvent avec un beau dégraissage du point de vue des effectifs. Donc une entreprise, pour être très précis, Adrien Quatennens, qui s'apprête à se séparer d'une partie de son personnel ou à licencier, ou qui risque de le faire dans les semaines ou les mois qui viennent, ne doit pas toucher d'argent public. Alors, au risque que du coup elle leur licencie un peu plus. Il s'agirait en tout cas de cibler l'argent public. Déjà, d'avoir une vision stratégique, pas de se contenter de dire que magiquement, si on fait pleuvoir des milliards, ils vont être bien utilisés, parce qu'on ne le vérifie pas. Enfin, monsieur Roux de Bézieux du MEDEF, vous pourriez quand même un peu le reprendre, parce que pourquoi devrions-nous encore faire confiance à ces gens-là pour traiter les grands problèmes que nous avons ? Je vous rappelle que quand François Hollande... non, mais je vous rappelle il lui a été rappelé qu'au moment du CICE... Attendez, quand François Hollande fait le CICE, il y avait les questions et les réponses, mais il lui a été rappelé qu'il y avait eu la promesse d'1 million d'emplois par le même MEDEF. Avec ce petit pinch, 1 million d'emplois. On vous rassure. Vous connaissez le bilan du CICE, désormais, Marc Fauvel. Entre 100 et 160 000 emplois créés, d'après France Stratégie, rapport qui a été abondamment commenté ici même. Et donc, c'est-à-dire que c'est 1 million d'euros de dépenses publiques par emploi créé, à peu près. Le chiffre a été donné aussi. Donc, c'est extrêmement cher. Donc le plan de relance aujourd'hui n'est pas différent du CICE. Le plan de relance aujourd'hui, Salia Bracchia, c'est un CICE géant, gigantesque, qui va en quelque sorte avoir la même philosophie. On fait pleuvoir des milliards et puis on fait confiance. Et ben moi non, je dis stop, à un moment donné ça suffit. L'État doit pouvoir avoir un certain nombre d'exigences. Je vous en cite quelques-unes. L'État peut refuser un plan de licenciement en refusant de l'homologuer si elle estime que notamment les motivations économiques ne sont pas fondées. C'est ce que nous pourrions faire pour Bridgestone. L'État pourrait par la loi exiger des contreparties sociales et environnementales. Et même je vais vous dire une chose, quand la courroie de transmission est aussi claire, que l'argent est allé des poches du contribuable français directement aux poches des actionnaires, sur le dos des salariés licenciés, nous devrions être en capacité d'exiger les remboursements des aides d'État. Je cite juste l'exemple Bridgestone, Salia Bracchia. Qu'avons-nous sous les yeux avec Bridgestone ? Faut dire les choses simplement. C'est une délocalisation intra-européenne avec les aides de l'Union européenne d'une part et les aides de l'État français d'autre part. Parce que Bridgestone, pendant qu'il choisissait d'abandonner le site de Béthune, de sous-investir sur place, avec le CICE pour autant et d'autres aides de l'État, investissait en Hongrie et en Pologne pour prévoir la délocalisation. Et ensuite, on a l'État qui arrive avec sa petite sébile et qui dit « Madame, messieurs, s'il vous plaît, une petite pièce pour les salariés ». C'est insupportable de voir comment l'État organise son impuissance et est complice dans ses affaires. J'interroge de la même manière, vous savez qu'il y a ce dossier d'actualité en ce moment sur le cas de l'OPA de Veolia sur Suez. On apprend que l'État a été mis en minorité au sein du conseil d'administration d'Engie dans la revente des actions Suez appartenant à Engie. Et Mediapart révèle, et je demande qu'on vérifie ça, et nous en tout cas on va s'en donner les moyens, qu'a priori les deux administrateurs CFDT Engie, alors que la CFDT par ailleurs mène le combat contre cette OPA dans les autres entités, seraient sortis de la pièce au moment du vote. Et Mediapart nous indique
indique ce matin qu'a priori, il y aurait eu intervention au sommet de l'État pour demander à ces personnes de ne pas prendre part au vote. Ce qui voudrait dire qu'on aurait, si c'était vérifié, une duplicité en règle, puisque en quelque sorte, l'État, et notamment le ministre Bruno Le Maire, qui depuis le début dans ce dossier nous dit l'État s'oppose à cette OPA, et en quelque sorte, on apprend que potentiellement, en fait, c'est directement le pouvoir qui serait intervenu pour permettre cette cession d'action. Si c'est le cas, Adrien Quatennens, ça signifierait que le pouvoir, et en l'occurrence Bercy et son ministre, auraient sciemment menti dans cette affaire. Ou alors que Bruno Le Maire n'était absolument pas au courant et que plus haut que lui, on est intervenu. Parce que c'est pas le discours effectivement qui nous tenait hier. C'est clair, mais ni celui qui nous a tenus à nous. Et donc, et peut-être que lui aussi a été dupé dans cette affaire. On ne sait pas. Et moi, je demande qu'on vérifie. Nous, on va se donner les moyens, y compris indépendamment, s'il le faut, à la France Insoumise, d'une commission d'enquête. Nous avons besoin de la lumière sur cette affaire. Parce que si les révélations de Mediapart s'avèrent vérifiées, mais nous avons affaire à un scandale d'État. Et si c'était vérifié, franchement, l'affaire Benalla à côté, c'est du pipi de chat. Et vous demandez une commission d'enquête aujourd'hui ? C'est évident. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs que même le Sénat, potentiellement, avait l'intention de faire une commission d'enquête sur Suez et la gestion de cette affaire. Dans laquelle vous réclamerez l'audition, entre autres, de Bruno Le Maire ? Notamment, mais je pense que là, on parle vraiment de l'intérêt général. Et au moment, en plus, notre pays vit une crise sanitaire et sociale grave. La France n'a pas besoin de destruction d'emplois supplémentaires. Là-dedans, c'est potentiellement 4000 emplois aussi qui sont en jeu. Au-delà de tout l'aspect stratégique, on parle du traitement de nos déchets et on parle de l'eau, ce qui est essentiel. Un bien commun, nécessaire à la vie, qui ne devrait pas faire l'objet d'une guerre entre actionnaires. Adrien Quatennens, député insoumis du Nord et coordinateur de la France Insoumise, invité de France Info jusqu'à 9h. On s'interrompt quelques instants à 8h50 pour le Fil Info avec Mélanie Delaunay. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Adrien Quatennens, en matière de sécurité et d'insécurité, le gouvernement a choisi de mettre l'accent sur la lutte contre les trafics et la lutte également contre le cannabis. Écoutez ce qu'en dit la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa. J'ai vu personnellement sur des gens très proches les dégâts que pouvait causer le cannabis et l'escalade vers les drogues plus dures que ça engendrait. Et puis par ailleurs, la consommation de cannabis, ça finance la traite des êtres humains, ça finance les trafics de drogues plus dures, ça finance aussi partiellement le terrorisme. Est-ce que c'est votre priorité, vous aussi, la lutte contre le cannabis ? Oui, mais la lutte contre le trafic de drogue n'est absolument pas la priorité du gouvernement. Absolument pas. La priorité du gouvernement en matière de drogue, c'est la lutte contre l'usage de stupéfiants. Et c'est pas du tout la même chose. Il y a une semaine de ça, nous faisions un colloque sur la sécurité et j'apprenais beaucoup de choses sur l'organisation de la lutte contre le prétendu trafic de drogue. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. En réalité, une ancienne policière nous expliquait que 56% du temps passé sur le terrain par un policier est occupé à la répression de l'usage de stupéfiants. Et elle-même disait qu'en fait, réprimer l'usage n'avait absolument aucun effet sur le trafic. D'où l'intérêt de dresser des contraventions comme on le fait désormais. Mais alors justement, ça c'est inefficace du point de vue du trafic. Absolument inefficace. Plutôt que d'aller encombrer des tribunaux. Vous tapez les consommateurs, mais au-dessus il y a du trafic. Et puis tout en haut du trafic, il y a même de l'argent. Donc on apprend qu'il est blanchi par les grandes banques, etc. On pourrait aller très loin. Si vous voulez, il y a une pompe d'amorce entre la grande délinquance financière et le trafic de drogue. Donc moi je dis une chose, 56% du temps consacré à l'usage, et dans ces 56%, 90% à l'usage de cannabis. Pour quelle efficacité ? Notre pays est sans doute le pays d'Europe, je crois, qui a la législation la plus répressive en matière de cannabis, et qui est aussi le pays le plus consommateur. Donc, première chose, peut-on s'accorder sur le fait que la politique menée en matière de répression est strictement inefficace du point de vue de l'extension de la consommation ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut pour autant baisser les bras ? Justement pas. Et donc, s'il ne faut pas baisser les bras, il ne faut justement pas faire ce que fait le gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, je crois que nous devons avoir le débat sur la légalisation du cannabis. Pourquoi ? Parce que le débat sur la légalisation du cannabis permettrait d'abord de tarir le trafic. Je ne suis pas sûr que les consommateurs qui aujourd'hui recherchent ce produit continueraient à alimenter le trafic dans les proportions qu'on connaît aujourd'hui s'ils avaient la possibilité de le faire de manière encadrée. Alors, tarir le trafic, un objectif. Et c'est autre chose que la lutte contre l'usage. Vous savez, c'est aussi un business lucratif, faut le dire. Moi, j'ai appris dans ce colloque sur la sécurité qu'il y a une phrase qu'on connaît bien dans les commissariats de France, c'est qu'il vaut mieux arrêter 10 fumeurs de hashish qu'un braqueur de banque parce que ça rapporte de l'argent. Il y a une politique du chiffre qui peut faire que vous avez des primes en fin de mois qui peuvent aller jusqu'à 2000 € pour un commissaire et 800 € pour un policier. Donc en fait, aller à la chasse aux fumeurs de hashish, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent mais qui est strictement inefficace du point de vue de la lutte contre le trafic et même contre la consommation. Vous porterez la légalisation
légalisation, la dépénalisation. Mais c'était déjà dans notre programme, et j'insiste sur le fait que légaliser le cannabis, ça ne veut pas dire que nous aurions quelque appréciation que ce soit pour la fumette, enfin qu'on soit clair. Précisément, si Madame Schiappa veut qu'on soit efficace dans la lutte contre la consommation, dans le fait que les gens qui consomment ne consomment pas n'importe quoi, n'importe comment, et que nous luttions véritablement contre le trafic, la légalisation est un objet pour cela. Précisément dans les arguments qu'elle vient de déployer sur l'horreur du trafic, ce sont autant d'arguments qui, de mon point de vue, prônent pour une légalisation en quelque sorte. Voilà ce que je dis, et je pense que la politique menée depuis tant d'années est inefficace, et d'ailleurs ce sont même des policiers qui le disent. Adrien Quatennens, dans un sondage IFOP publié par le JDD sur la présidentielle de 2022, justement, Emmanuel Macron et Marine Le Pen arrivent en tête, quelles que soient les configurations, et quel que soit le scénario, la gauche se dirige une nouvelle fois vers une élimination. S'il n'y a pas d'autres candidats à gauche, Jean-Luc Mélenchon atteindrait au maximum 15% des voix, loin de son résultat de 2017 qui avait atteint près de 20%. Est-ce que ça vous inquiète, ces sondages ? Alors, nous sommes 18 mois avant le scrutin. Et vous l'avez dit, nous sommes sondés aux alentours de 15% si c'est Jean-Luc Mélenchon le candidat. Est-ce que vous savez à combien nous étions sondés 18 mois avant la précédente échéance? Vous savez qu'à la précédente échéance, 2017, on avait fait 19%. 18 mois avant, en octobre 2015, vous irez vérifier, Jean-Luc Mélenchon était sondé à 8%. Donc j'estime qu'en termes de point de départ, avant qu'une campagne démarre, c'est plutôt très bon. Mais bon, un sondage à 18 mois d'une présidentielle, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Ce que je vois néanmoins... Vous trouvez que c'est un bon score aujourd'hui? En tout cas, ce que je vois, ce n'est pas suffisant de mon point de vue, mais ce que je vois en tout cas se dessiner, c'est que on a d'abord et avant tout une abstention considérable dans le pays, et on sait qui elle touche. Elle touche d'abord les jeunes, elle touche les milieux populaires, elle touche les employés, les ouvriers. Il va falloir en 2022 un candidat qui porte le fait que nos institutions sont à bout de souffle, qu'il faut passer à la 6ème République. Et c'est Jean-Luc Mélenchon. On voit que la pauvreté s'étend, il va falloir engager le partage des richesses, la planification écologique. Et Jean-Luc Mélenchon, de mon point de vue, a beaucoup d'atouts pour tout cela. Et je vais vous dire franchement, quand on voit tous les prétendus candidats, ceux qui ont envie d'y aller, et vous regardez les noms qui font couler beaucoup d'encre, je crois que très peu de ces noms sont en capacité de propulser l'énergie qu'il va falloir, y compris dans les milieux populaires, pour pouvoir se dire cette fois on y va, cette fois on va voter. Et je suis persuadé par contre d'une chose, c'est que le nom de Jean-Luc Mélenchon, y compris après 2 campagnes présidentielles avec de bons scores, est un nom qui peut faire ce travail de propulsion, y compris dans les milieux populaires, parce que j'ai envie que les gens aillent voter pour. Vous voyez, le duel Macron-Le Pen, les Français n'en veulent plus. Il suffira pas d'être simplement contre. Il faut bâtir une majorité d'adhésion sur le fond. Et Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il se sentait une vocation de candidat commun. Alors ce matin, depuis votre micro, j'interroge, y compris tous ceux qui se trouvent à gauche et qui n'arrêtent pas de nous expliquer qu'il faudra un candidat commun, un candidat commun, un candidat commun. Pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon? Quel est le problème avec Jean-Luc Mélenchon, compte tenu y compris de ce sondage? Et quel est le problème avec les autres? Mais surtout, il y a une discussion programmatique à avoir. Parce que pendant que vous recevez des invités ici, qui se contentent, comme l'a fait la dernière fois Olivier Faure à votre micro, de dire il y aurait une ambiguïté avec Jean-Luc Mélenchon, sans jamais donner un argument, sans jamais préciser les choses. Mais pendant ce temps-là, vous les exonérez de devoir parler sur le fond. Parlons des vrais sujets qui font débat entre nous. Sur la question européenne, par exemple. À l'heure où tout le monde dit que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat sont formidables, mais lui aussi qui va vous dire que ces propositions sont incompatibles avec les traités européens, par exemple? Ayons des vrais débats de fond. Nous y sommes prêts. Le programme L'Avenir en commun, nous le remettons en circulation. Nous ne disons pas que c'est à prendre ou à laisser, mais au moins discutons de ça et soyons sérieux parce que cette échéance, on ne peut pas la louper. Et si Jean-Luc Mélenchon fait le choix d'être candidat, pour moi, ce sera un grand soulagement parce que je crois qu'en 18 mois de campagne, compte tenu de l'ampleur de la tâche... Mais vous savez, il vous a dit déjà qu'il était candidat. Écoutez, il y a une réflexion en cours. Vous savez qu'il a dit qu'il prendrait sa décision au mois d'octobre. Mais supportez qu'à côté d'une décision politique, compte tenu y compris du contexte que nous vivons et de la violence d'une campagne présidentielle, il y a aussi, supportez-le, une décision qui est d'ordre personnel qu'il faut pouvoir lui laisser. Et on le voit sans doute également avec sa décision qui est celle de François Barouin dans un camp qui n'est pas le vôtre, Adrien Quatennens, puisqu'il a annoncé son renoncement, enfin si tant est qu'il ait été un jour candidat dans sa tête à l'élection présidentielle, notamment pour ne pas s'épuiser, ne pas y perdre trop de vie privée. Merci beaucoup Adrien Quatennens. Merci de m'avoir invité. D'avoir été ce matin au micro de France Info.